quotidien des porteurs de bagages n'est pas de tout repos. Premier à se lever, ces porteurs se frottent les mains car ce métier n'est pas ingrat. Et puis Saïd Bouteflika, frère cadet du défunt ex-président Abdelaziz Bouteflika, a été condamné à 2 ans de prison ferme par un tribunal algérien pour entrave au bon déroulement de la justice. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Ces porteurs de bagages qui arpentent les ruelles du marché Gouro, Roxy et celles de la mosquée ne chôment pas. Ils accostent les ménagères venues faire leurs achats du mois, du jour ou de la semaine pour leur proposer leur service, un métier qui rapporte en tout cas. Notre équipe de reportage a passé une journée avec un porteur de bagages Gédéon qui gagne en moyenne 70 000 à 75 000 francs CFA par mois. À Djamé, Renault, quartier Antenne. Il est 4 heures du matin lorsque nous retrouvons Gédéon à son domicile. Dès son réveil, le jeune homme s'apprête pour le travail. La vingtaine révolue, Gédéon est bagagiste. Une fois prêt, direction le marché. Il est maintenant 6h30. Entre les klaxons des véhicules et la densité de la foule, Gédéon essaie de se frayer en chemin. Il vient de trouver sa première cliente. Malien d'origine, depuis son arrivée en Côte d'Ivoire, c'est ce métier qu'exerce Gédéon. Selon lui, c'est avec ce qu'il gagne qu'il se prend en charge et parvient à donner un coup de main à ses parents au Mali. Quand je suis venu en Côte d'Ivoire, je voulais travailler dans d'autres domaines, mais personne ne voulait m'aider. J'ai vu que rester à la maison n'allait rien m'apporter, donc j'ai décidé de prendre la brouette pour me défendre, pour que je puisse me nourrir et aider ma famille. Et cela fait 3 ans que j'exerce ce métier. Dans le mois, je peux avoir 75 000 francs comme économie. Lorsque mon père est décédé, j'ai envoyé 200 000 francs à ma mère pour les funérailles. Les rapports avec les clients ne sont pas toujours parfaits. Certains nous traitent de tous les noms. Et souvent, il y a des incompréhensions. Au niveau du prix, malgré ça, on s'en sort. Comme Gédéon, une centaine de jeunes exercent le métier de bagagiste au pousseur de brouettes dans la commune d'Adjamé. Il vient à 2 heures pour venir travailler. Par jour, il peut gagner 3 000, souvent 2 000. Cette activité demande assez de force physique. D'où Gédéon tire-t-il l'énergie nécessaire pour transporter autant de marchandises? À la question de savoir s'il consomme des substances énergétiques, il répond par la négative. Je pousse la brouette, c'est fatigant, mais je ne prends pas de substances énergétiques. Certains le font et souvent ils attachent les gris-gris, mais pas moi. Le courage de ces jeunes fascine plusieurs personnes qui ne manquent pas de les encourager. En tout cas, ils sont courageux. Sans eux aussi, là, nous aussi, on peut pouvoir. Et qui, dans les pays là-bas, pour venir là, et puis s'enrichissent. Dans l'argent de brouette. Il y a d'autres mecs qui construisent magasins dans ça. Si certains louent leur courage, d'autres les accusent de commettre des vols. Un jour, ils ont pris mon bagage. C'était beaucoup. Ils n'ont qu'à arrêter de prendre le bagage de les gens. Ils n'ont qu'à faire à cause de Dieu. On souffre pour gagner l'argent là. Pour ce qui concerne le vol des marchandises, je vous explique. Nous, les bagagistes, nous sommes nombreux. Pendant la période des fêtes, les vagabonds prennent les brouettes et se mélangent à nous pour voler les marchandises des clients et les clients nous accusent. Sinon, un vrai bagagiste ne vole pas. Face à cette situation, des dispositions ont été prises selon le conseiller technique du maire d'Adjamé que nous avons rencontré pour en avoir le cœur net. Nous avons dû prendre des mesures. Désormais, pour exercer dans ce domaine, tu te fais recenser, tu te fais connaître. Tu as même une blouse qu'on n'a pas encore pu appliquer avec un numéro. Et ta charrette en même temps porte aussi le même numéro. Désormais, ne confiez vos bagages qu'à des personnes qui sont immatriculées, qui sont connues, qui sont recensées pour réduire un peu ces formes de déperdition. Selon les bagagistes, il n'est pas évident de sortir à 3h ou 4h du matin pour aller exercer ce métier. Certains d'entre eux se font agresser, parfois des bagarres éclatent. L'insécurité est répandue dans ce milieu, d'où l'application de certaines mesures dans les gares routières. Ceux qui viennent à 3h du matin, je ne pense pas que c'est vraiment un danger, sinon ils n'allaient pas le faire. Parce qu'ils connaissent tellement le milieu. Vous savez, les gens se plaignent beaucoup d'Adjamé qu'il y a des vols à la tire, il y a des attaques. Mais je vous assure que très souvent, c'est dans la journée, quand il y a du monde, que ces genres d'opérations se déroulent. Sinon, la nuit, c'est difficile de se faire agresser à Adjamé, parce que Adjamé, la nuit, est truffée de corps habillés. C'est très souvent des jeunes de ces quartiers-là qui viennent se mettre aux entrées et aux sorties des rues. Tous les bagagistes qui passent, vous verrez qu'ils seront rançonnés par 2 ou 3 individus qui sont arrêtés là, dont 900 francs.
tu ne donnes pas 100 francs, tu ne passes pas. C'est un épiphénomène que nous combattons depuis près de 6 ans. Il est 18h lorsque nous retrouvons Gédéon à sa descente du boulot. Une journée de dur labeur selon lui. Ce jour, il a gagné la somme de 5 500 francs CFA. Pour la journée d'aujourd'hui, j'ai gagné 5 500 francs. J'ai pris 500 francs pour mon petit déjeuner et le déjeuner. Je garde 3 000 francs dans ma caisse et le reste des 2 000 francs, c'est pour les dépenses. Le travail est fatigant, mais ça nourrit son homme. Vous-même, vous voyez comment ma maison est petite, mais je paie 7 500 comme loyer chaque mois. Avec le peu que je gagne, j'arrive à payer les frais de scolarité de mes frères et j'aide aussi mes parents. Selon Gédéon, il n'y a pas de saut métier. Il invite donc ses frères africains en quête d'emploi à s'inspirer de son exemple. Plus tard, Gédéon entend ouvrir un magasin de vente de produits alimentaires avec les économies qu'il a réalisées en exerçant le métier de bagagiste. Voilà, c'était un reportage de Assitan Diarra et Colette Ilboudo commenté par Joël Gossé. C'est la journée internationale pour la prévention des catastrophes naturelles. Aujourd'hui, l'idée, sensibiliser le public sur les différentes thématiques liées aux risques naturels, tremblements de terre, ouragans et prévenir les pertes en vie humaine. Des dégâts matériels et des perturbations sociales et économiques provoquées par les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes et cyclones, les feux de forêt, les inondations et les glissements de terrain. Écoutons le ministre de l'Environnement et du Développement durable. De manière générale, il a été donné de constater que le nombre de catastrophes est en constante hausse au fil des années avec une prédominance des catastrophes dues aux phénomènes climatiques et hydrométéorologiques extrêmes. Tout laisse donc à croire que non seulement nous ne disposons pas de suffisamment de temps pour assurer un relèvement entre deux catastrophes, mais également que plusieurs catastrophes sont susceptibles de se produire simultanément ou successivement avec leur cortège de dégâts matériels et de pertes en vies humaines. Des dispositions ont été prises par le gouvernement pour, d'une part, atténuer leurs effets ainsi que ceux de la sécheresse, des feux de brousse, du réchauffement climatique et, d'autre part, renforcer les infrastructures d'assainissement et de drainage. Selon le rapport sur les catastrophes dans le monde en 2020, ces 10 dernières années, 83% des catastrophes déclenchées par les aléas naturels ont été provoqués par des phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes, tels que les inondations, les tempêtes et les vagues de chaleur, faisant passer de 35% le nombre de catastrophes dans les années 1990 à 82% en 2010. La santé mentale au cœur d'une journée qui vise à sensibiliser et à informer la population sur les troubles psychiatriques. Selon le bilan du rapport de l'OMS de 2020, 51% des États membres de l'OMS ont déclaré que leur politique ou plan en matière de santé mentale était conforme aux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits humains, ce qui est en deçà de la cible de 80%. L'objectif de faire baisser le taux de suicide lié aux maladies mentales a été atteint. Le taux de suicide a baissé de 10%. Cette journée a été célébrée cette année à l'hôpital psychiatrique de Bingéville avec pour thème national la crise sanitaire et santé mentale, quel impact pour les populations. Le reportage d'Anicette Conan-Blessing. Parmi les effets de la maladie à coronavirus, la difficile prise en charge des malades mentaux. Lors de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale, l'Institut national de santé publique, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et les Médecins sans frontières, ont planché sur une alternative pour une meilleure prise en charge de ces derniers. Le thème est bienvenu parce que de la nature même de la pandémie à Covid, une nouvelle maladie où on doit être confiné, chacun doit rester dans son coin, on doit pas être trop en contact avec les autres, ça représente un gros facteur de risque pour la santé mentale. Nous avons un message fort à passer pour que la vaccination soit étendue. Ici, à l'hôpital, nous avons fait un travail d'explication auprès des malades stabilisés, c'est-à-dire qu'ils sont en mesure de comprendre et ils ont accepté de se faire vacciner. Et également, le personnel va s'inscrire dans la dynamique de la vaccination. Pour le professeur honoraire de la Fosse Saint-Joseph, l'on doit arrêter de stigmatiser les malades mentaux. Les messages de barrières sécuritaires nous gênent quelque peu. Parce que les parents montrent beaucoup de difficultés à s'occuper vraiment de leurs patients malades. La barrière sanitaire doit être physique, mais pas affective. Occasion pour Dr Diomandé Amadou, directeur de l'hôpital psychiatrique de Bingéville, d'en appeler au sens de la responsabilité des parents des malades. L'hôpital psychiatrique
n'est pas un lieu pour rester à vie. Mais malheureusement, il y a des parents, des malades qui sont refusés par leurs propres parents. On les envoie à la maison, les parents disent on ne le connaît pas. Et on nous dit non, gardez-le, faites-en ce que vous voulez. Célébration très bien perçue par les ONG, praticiens, guides religieux et chefs coutumiers qui accompagnent le gouvernement ivoirien dans la prise en charge et la réduction du nombre de malades mentaux. Être présent à côté de ces malades-là, c'est vraiment leur donner la force. Notre terre avec l'hôpital, c'est une fierté pour nous de nous occuper des autres. Aujourd'hui, la santé mentale est le parent pauvre de la santé en Côte d'Ivoire. Nous voulons vraiment appeler nos autorités à avoir vraiment un regard sur la santé mentale qui aujourd'hui affecte beaucoup d'Ivoiriens. Célébrer tous les 10 octobre la journée mondiale de la santé mentale est une lucarne pour rappeler au monde entier l'existence de ces malades et dénoncer les stigmatisations pour une meilleure prise en charge des malades. Sachez que les artistes Safarel Obiang et Mix Premier, respectivement lauréats de l'édition 2019 et 2020 du Grand Prix international des musiques du coupé décalé Primud, ont reçu leur villa estimée à 40 millions de francs CFA. Ces villas de 4 pièces sont situées dans la commune de Songon, non loin d'Abidjan, un geste qui, selon les promoteurs de l'événement, vise à encourager les artistes à exceller dans leur art. Le reportage de Nou Sangaré et de Anissette Conan vous sera proposé demain à 19h. Un mot de sport dans le cadre de la journée avec les institutions en rapport avec l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le président du COCAN, François-Albert Amicha, a rencontré le bureau de la Chambre de commerce et d'industrie. Sur la table, la mise en place d'une plateforme entre le COCAN et les opérateurs économiques. Konaté Ngamblé, Jean-Sylvain Risson. Quel pourrait être le niveau d'implication du secteur privé dans l'organisation d'un événement sportif de l'envergure de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 ? Une problématique qui était au cœur de cette réunion d'information et d'échange entre le président du COCAN, François-Albert Amicha, et les chefs d'entreprise réunis au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Faisant l'état des lieux des préparatifs de la CAN 2023 attribués à la Côte d'Ivoire, François-Albert Amicha, entouré de ses plus proches collaborateurs, a fait une présentation précise permettant d'apprécier l'évolution des travaux avant de solliciter l'implication du secteur privé pour élever les défis liés à l'organisation de la CAN. Nous vous proposons de mettre en place un comité COCAN, CCCI, afin que, ensemble, nous puissions définir des domaines de coopération, des domaines de partenariat, afin que la CAN 2023 soit le reflet de la Côte d'Ivoire tel que voulu par son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara. Des échanges d'une 50aine de minutes au cours desquels le président de la Chambre de commerce et d'industrie a réitéré la volonté et l'engagement de son institution à accompagner le COCAN. Dans tous les secteurs d'activité, il y a l'hôtellerie, il y a le tourisme, il y a le transport logistique, il y a ce qu'on appelle également l'événementiel. Nous allons nous réunir et mieux nous organiser pour être présents à toutes les étapes de ce grand événement dont nous sommes fiers et pour lequel nous sommes mobilisés, en tout cas au niveau du secteur privé. Avant de prendre congé de ses hôtes, François-Albert Amicha a remercié chaleureusement les membres du bureau de la Chambre de commerce et d'industrie en espérant les retrouver bientôt en vue de mettre en place une plateforme collaborative. Hors de chez nous, Saïd Bouteflika, frère cadet du défunt ex-président algérien Abdelaziz Bouteflika, a été condamné à 2 ans de prison ferme par un tribunal pour entrave au bon déroulement de la justice. Le parquet avait requis 7 ans ferme contre Saïd Bouteflika, qui a comparu devant le tribunal criminel de Dar el-Beïda à l'est d'Alger, où il était poursuivi avec d'autres anciens responsables pour incitation à falsification de documents officiels, abus de fonction, entrave à la justice, incitation à la partialité de la justice et outrage à magistrat. Saïd Bouteflika avait été arrêté en mai 2019 en compagnie de 3 co-accusés et condamné en septembre de la même année à 15 ans d'emprisonnement lors d'un procès éclair devant un tribunal militaire pour complot contre l'armée qui demandait alors publiquement le départ du président Bouteflika pour sortir de la crise née du Irak, le mouvement de contestation anti-régime.
Et puis le pass sanitaire en France devrait être prolongé jusqu'au 31 juillet 2022. Sa prolongation a été entérinée aujourd'hui en Conseil des ministres français avant son examen la semaine prochaine par l'Assemblée nationale. Pour finir, je vous conduis en Israël où un site de production de vin vieux de 1500 ans a été découvert large après soir à milliers de fragments de jarres, vaste entrepôt pour stocker la production. Les autorités israéliennes ont dévoilé le plus vaste site, en tout cas de production de vin de la période byzantine dans le sud d'Israël ce lundi. Des archéologues ont mis à jour un domaine viticole vieux de 1500 ans. Au cours des fouilles, nous avons trouvé une zone industrielle sophistiquée et organisée contenant des rues, un canal de drainage, quelques entrepôts et dont le point culminant est formé de 5 énormes pressoirs pour la fabrication du vin. Nous comprenons maintenant que sur ces sites, le vin était produit non seulement pour Yavne, mais aussi pour tout le bassin méditerranéen. C'était un centre de production mondiale où l'on pouvait produire environ 2 millions de litres de vin par an, ce qui est une quantité énorme. Il s'agirait du plus important site de production de vin de l'époque. Le vin était mis dans des jarres de Gaza, ce que nous savions déjà de ces sites et d'autres qui étaient acheminés vers les ports d'Ashkelon et de Gaza, avant d'être distribués en Europe. Nous connaissons des auteurs du VIe siècle qui décrivaient et louaient le vin provenant de Gaza et d'Ashkelon comme le meilleur vin du monde byzantin. Et nous comprenons maintenant qu'il s'agissait du vin provenant de Yavne. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.